Bonjour Rémi, nous sommes heureux de vous rencontrer en ce beau samedi après-midi de fin septembre dans ce beau quartier si pittoresque de Ménilmontant à Paris dans le 20e. Est-ce que vous permettez, ça vous dit qu'on se tutoie, ça vous dérange pas qu'on se tutoie? Oui, merci. Merci Rémi de nous accorder cette interview, un peu de ce moment. Je pense que ça va être un bon moment. Rémi, donc si tu peux te présenter, dire qui tu es, d'où viens-tu, quel est ton parcours artistique, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier d'artiste, peintre, ça. Bon, je m'appelle Rémi. Il paraît que je suis un garçon. Et je dessine. En fait, j'ai toujours fait ça. Déjà petit, je savais que au moins j'avais ça. Je savais dessiner. Au moins, je savais que je m'en sortirais peut-être avec ça, quoi. Mais en fait, j'ai vraiment toujours fait ça. Et je dessinais dans les fanzines, c'est-à-dire des magazines faits en photocopie par les jeunes à l'époque, c'était ça. Donc on en faisait plein, il y avait plein de fanzines. Et petit à petit, tu commences à être connu dans le milieu du dessin. Et puis après, on te demande un dessin dans un journal où tu es payé. Et puis petit à petit, tu trouves du travail. Oui, donc c'est bien, donc c'est vraiment une passion, c'est vraiment ta grande passion. C'est aussi mon moyen d'expression. Et d'ailleurs, je m'exprime beaucoup, donc j'ai de moins en moins de travail, puisque je dis des choses qui ne sont pas bonnes à dire, peut-être qui ne vont pas dans le sens que les journaux aimeraient. Qu'est-ce que ça aille dans le sens, quoi. Donc je suis toujours un peu à côté, quoi. Et donc peut-être que finalement c'était plus facile pour toi d'exercer ton art, de t'exprimer dans cet art il y a quelques années, il y a 10, 15, 20 ans, c'était peut-être une des époques plus faciles que l'époque actuelle, ça. Un peu plus facile, ouais. Parce que là, déjà les journaux, parce que c'est la presse, je faisais du dessin de presse en fait, du dessin politique à l'époque. Donc c'était dans la presse, et la presse elle était plutôt, on peut dire, libre financièrement. Elle était autonome, elle vendait leurs numéros, elle faisait la publicité, c'est ce qui faisait leur revenu. Mais maintenant toute la presse a été rachetée par des groupes industriels, ce qui fait qu'il y a une censure qui se fait, une censure qui n'est pas appelée comme telle, mais qui existe réellement. Ce qui fait que je ne peux plus faire les dessins que je faisais avant plus librement, quoi. Maintenant c'est terminé. Par exemple, si je relate une grève chez Michelin et que je fais un dessin dessus, s'il y a une publicité Michelin dans le journal, il faut qu'ils choisissent, quoi. Donc ça c'est un exemple, quoi. Mais voilà où est la censure. Tu as peut-être connu donc justement la grande époque de ces journaux satiriques, les débuts de Charlie Hebdo dans les années 70, 80. Ouais. Tu as peut-être connu toute cette grande époque-là. Les premiers travaux que j'ai trouvés, c'était à Harakiri. Voilà. C'était la dernière année de Harakiri. Après, ils ont arrêté. Mais après, ils sont devenus Charlie Hebdo. Alors, en même temps, il y avait Charlie Hebdo qui faisait de la presse, et puis Harakiri qui faisait vraiment de la déconne. Voilà, donc il y avait deux journaux. Et Charlie Hebdo a continué, mais avec une nouvelle équipe. Là, les nouveaux Charlie Hebdo, c'est une autre histoire. C'est plus les mêmes. Tu as dû être certainement que dans ton actualité de cette année 2015, tu as dû forcément, comme des millions de Francs, comme tous les Français, et particulièrement les artistes, les journalistes, les artistes, tu as dû être très choqué, très touché, très choqué par les événements qui ont eu lieu, je crois, pas loin d'ici, le siège dans ces quartiers nord-est de Paris. Tu as dû être très choqué, particulièrement choqué par ces horribles attentats de Charlie Hebdo. Oui,
Et peut-être que ça a servi, ça a été une source d'inspiration, une source d'expression? Non, pas du tout une source d'inspiration, non, j'ai pas... étant donné que maintenant je travaille plus dans la presse, depuis un petit moment, depuis une dizaine d'années maintenant. Donc je peux pas réagir, j'ai plus de support pour réagir. Mais donc tu es pleinement peintre, si tu travailles plus pour la presse, tu es peintre à ton compte. Ouais, c'est-à-dire je fais mes livres moi-même, c'est-à-dire je dessine pendant une période, j'ai un projet, je le fais, et puis je produis mon livre, je le vends moi-même, je suis très autonome. Voilà. Ça doit être quelque chose que tu apprécies, cette autonomie, cette autonomie dans ton travail. Je pense que tu y tiens. Bien sûr, c'est une grande chance, j'y arrive un peu. Après, il y a son pendant, c'est-à-dire que je gagne pas beaucoup d'argent, c'est la galère, c'est un peu... À chaque fois, on se demande comment... Alors, je redescends et puis j'ai un nouveau projet qui me fait remonter, mais c'est toujours comme ça, c'est comme des vagues, comme ça. Donc, mais c'est agréable, c'est mieux, la vie est mieux pour moi. J'espère qu'actuellement, en cette fin d'année 2015, en ce début d'automne 2015, j'espère que tu es plutôt dans un haut, au sommet d'une vague, plutôt que dans un creux. Bah oui, j'ai fait ce truc-là, ce nouveau livre que je présente au Monte en l'air, donc je suis plutôt content d'être venu au bout de ce truc et de le montrer. Et de voir comment les gens réagissent par rapport à tout ce travail que j'ai fait tout seul dans mon coin. Après, j'ai des retours, je sais de quoi ça parle. Moi, je sais pas trop de quoi ça parle, mais bon... Même toi, tu aurais du mal à expliquer quoi parle ton œuvre, tes peintures. Je vois, nous avons justement eu l'occasion en arrivant dans ce lieu à Ménilmontant, dont nous avons eu l'occasion de faire un tour dans l'exposition de ton œuvre, de cette exposition, de ces peintures. J'ai trouvé que c'était, tu exprimais des choses assez fortes, même voire un peu douloureuses, avec des humains tourmentés, écorchés vifs, comme ça se faisait à une certaine époque dans l'anatomie, à l'époque de Léonard de Vinci déjà, qui faisait de l'anatomie avec des écorchés. Je pense que pour toi, c'est peut-être pas comme Léonard de Vinci avec un but scientifique, c'est peut-être plutôt avec un but artistique. C'est un but... je voulais parler de l'apparence. Et on a déjà un habit qui nous donne une apparence, et ça c'est l'apparence première. Et après il y a la nudité quand on n'a plus les habits, donc encore plus nu quand on enlève toute la peau. Et du coup, quand je dessinais ça, je m'apercevais qu'il n'y avait même plus de nudité. Parce que tout se mélangeait, on ne sait plus quand on est habillé ou quand on est nu. Et on peut dire que là j'ai essayé de mettre à nu vraiment, mettre à nu les gens. Et ces gens que tu as représentés comme ça, à nu, même plus qu'à nu, si on peut dire, pour parler quand ils sont sans leur peau, on peut dire plus qu'à nu, tu t'es inspiré de gens réels ou de gens tels que tu en imagines, une inspiration au départ de gens réels, mais vraiment avec beaucoup d'imagination, de ton imagination. Bah oui, parce qu'en fait je dessine jamais les choses que je vois, je dessine toujours de ce que j'imagine, des images qui me viennent comme ça. C'est pas intellectuel, c'est un truc qui me vient, j'ai une image qui me vient et je la trouve, je sais qu'elle est bien, je comprends pas trop l'image, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est bien, mais je n'arrive pas à l'interpréter. Et quand je le fais, ça permet, je m'en suis rendu compte, ça fabrique des images qui ont plusieurs interprétations possibles suivant les personnes qui les regardent. Bon, déjà c'est toujours un peu le cas, mais elles sont assez pas précises et on peut voir beaucoup de choses dedans. Mais peut-être qu'au départ, pour représenter ces gens-là, que tu représentes comme ça, à nu, même plus qu'à nu, peut-être que tu t'inspires de gens réels que tu connais ou qui sont connus. Ouais, il y a même ton visage à toi, tout ça rentre en moi. Et bien sûr que j'ai tout un catalogue de visages, je connais plein que j'arrive à ressortir, mais...
Peut-être que la façon dont tu exprimes comme ça également avec ces corps à nu, même plus qu'à nu, c'est peut-être pour exprimer une certaine difficulté dans la vie, peut-être pas forcément ta vie, mais dans la vie en général, dans notre époque actuelle en général, dans notre société actuelle en général. Oui, d'ailleurs ça commence, c'est plutôt, je parle plutôt de la femme au début, des femmes, qui est dans un intérieur enfermé, on voit sous le tapis, sous le papier peint, derrière le rideau, et puis petit à petit je la mets à nu, quoi. Et, donc je parle beaucoup plutôt des femmes et en gros je parle des hommes, de tout le monde, mais en prenant un point de vue qui n'est pas mon sexe déjà. Tu serais sans doute, tu serais également dans une optique, ça aurait donc certainement une optique à dimension féministe pour exprimer des idées féministes. Ouais, il y a de ça aussi, il y a de ça, ouais. Il y a de ça. Et donc c'est vrai que et donc peut-être que ces femmes, par exemple ces femmes que tu représentes comme ça à nu, même plus qu'à nu, c'est peut-être que c'est des femmes que tu connais, que tu sais qu'elles ont eu un parcours difficile, qu'elles ont souffert dans leur vie, dans leur chair. C'est sûr que ça vient toujours de quelque chose, de quelque part, hein, des choses que j'ai connues. Ça, je peux en parler parce que c'est tout autour de nous. Hein. De toute façon, je pense que vous avez tous aussi connu des histoires. Et donc je pense que les gens et puis surtout dans les associations, le milieu associatif, le milieu féministe, tout ça, je pense qu'ils doivent apprécier ton œuvre, ce genre d'œuvre. Alors là, je sais pas qui l'a vu pour l'instant, je l'ai montré que ici. C'est une librairie, donc c'est les clients d'ici. Moi, pour le vernissage, j'ai invité des amis. Après, il y a le bouche à oreille qui se fait, mais je ne sais pas qui est venu, de quel milieu, je ne sais pas trop. Mais avant, j'exposais beaucoup dans des endroits plus, pas des galeries, mais pas des librairies, mais des endroits. Dans le Nord, j'habitais dans le Nord avant. Il y avait beaucoup de centres sociaux, d'associations. Je travaillais pour eux. Donc c'était des gens du quartier qui venaient, quoi. C'était pas des initiés, des gens qui s'intéressaient au dessin spécialement. Tu es originaire du nord de la France, ouais. Vers Lille, Roubaix, Lens. Roubaix, je suis de Roubaix. Vers Roubaix, ouais. C'est dur, surtout ces dernières décennies, ça a été dur dans des villes, dans des régions du nord de la France, vers Roubaix. J'ai toujours connu ça dur depuis toujours, en fait, hein, depuis qu'il n'y a plus du tout d'industrie dedans. Et que... Même dans ton enfance déjà, c'était peut-être dans les années 70, ton enfance. 70, ouais, c'était déjà la catastrophe. Ouais. Mais peut-être quand même que dans ta toute petite enfance, vers la fin des années 60, peut-être que tu as de vagues souvenirs comme quoi ça marchait encore, ou on t'a raconté après. Non, c'est mes parents qui me racontaient comment ça marchait avant. Bon, après, c'était pas plus rigolo, hein. Ils travaillaient dur à l'usine, c'est tout. Et puis bon, c'était autre chose, quoi. J'espère qu'ils n'ont pas vu d'un trop mauvais œil que tu deviennes artiste au fil des années, que tu fasses le choix de devenir artiste. Non, j'ai eu la chance d'être soutenu, en fait. Et il pensait que peut-être qu'en devenant artiste, peut-être qu'il pensait que comme on dit, tu t'en sortirais, que tu aurais une vie meilleure, plus heureuse que la vie qu'ils ont pu connaître. Ouais, peut-être aussi, mais et puis ils aiment beaucoup les arts, donc pour eux c'est quelque chose qui est pas incongru de faire ça. Et puis ils sentaient bien que moi j'avais quelque chose de costaud là-dedans, que j'y croyais, quoi. Donc quand un gamin croit à quelque chose, on l'aide vers là, quoi.
Ou même dans ton milieu d'origine, plus au sens large, plutôt dans la ville, dans le quartier où tu habitais à Roubaix, les gens qui te connaissaient, les voisins, tout ça, les proches, les amis, j'espère qu'ils t'ont également, comme tes parents, qu'ils t'ont encouragé dans ce choix, dans ce choix de devenir artiste. Après, oui, mais pas tout le monde. Tout le monde, il y en a qui disaient que c'était un peu bizarre, mais après ils voient que je faisais quand même des choses, et puis après c'est en voyant les résultats. Parce qu'à partir du moment où tu trouves un travail dans un journal, là ça devient quelque chose. Sinon avant c'est rien. Bon, c'est ridicule, mais bon, il y a certaines personnes. Il faut gagner un peu d'argent avec ça pour que ça existe, que ce soit quelque chose de réel et de costaud. Bon, et là maintenant je gagne plus d'argent quasiment avec ça. Et puis pour moi c'est toujours aussi costaud. Voilà. Mais donc c'est pendant pas mal d'années, si c'est jusqu'à il y a encore 10 ans, jusque au milieu des années 2000, que tu travaillais pour des journaux, que tu faisais des dessins. Ouais, j'ai arrêté à peu près vers 2000. Il y a 15 ans, il y a une petite quinzaine d'années. Le temps passe vite, les années passent vite. De plus en plus. Oui, et donc peut-être que tu trouvais déjà à cette époque-là, vers la fin des années 90, début des années 2000, peut-être que tu trouvais que justement, même dans la presse, dans les dessins de presse, ça commençait déjà les journaux à être rachetés par des industriels. De toute façon, quand j'ai commencé à dessiner déjà, tous les journaux coulaient les uns après les autres. J'ai fait Harakiri, ils ont coulé, et j'ai fait plein de journaux, et ils duraient 1 an, pas plus, et ça coulait, puis je changeais, et après il ne restait plus grand chose, parce qu'avant, dans les années 80, 90, il y avait encore beaucoup de journaux qui tenaient le coup, et après c'était la razzia, il n'y avait plus grand chose. Maintenant, il y a Le Monde, Libération, Le Figaro, c'est vraiment tout petit. Je travaille quand même encore dans un journal qui s'appelle CQFD, qui est un journal de presse, mais marseillais, qui est national. On n'est pas payé, Et donc tu vas, par exemple, quand tu travailles pour ce journal de presse CQFD qui est marseillais d'origine, tu te rends régulièrement à Marseille pour travailler avec eux? Avant, quand j'étais dans le Nord, je faisais ça par internet, j'envoyais des dessins par internet, on se parlait par téléphone. Après, j'y suis allé de temps en temps à Marseille pour les rencontrer. Après, j'ai vécu 5 ans à Marseille. Maintenant j'ai arrêté et je continue par internet. Et ça a dû être une bonne période dans ta vie, les 5 ans que tu as passé à Marseille. Oui, parce que je voulais quitter Roubaix. C'est sûr que c'est très différent, c'est 2 endroits, 2 régions très différentes. Il y a quelque chose qui se ressemble, mais c'est sûr c'est différent. Déjà, avec le climat, les gens sont pas pareils du tout. Et puis oui, c'est différent. C'est un peu Bienvenue chez les Ch'tis à l'envers, le film Bienvenue chez les Ch'tis dans sens inverse. Voilà. Et donc parce que ça a beaucoup d'artistes à Marseille également, entre autres depuis une dizaine d'années justement, depuis avec Plus belle la vie, avec la série Plus belle la vie. Il y a ça aussi, il y a ça. Et ça c'est du professionnel, c'est du sitcom, mais ça apporte, ça apporte du travail. Et donc Rémi, c'était avec plaisir que nous t'avons rencontré, et merci de nous avoir accordé ce moment, cette interview. C'était un bon moment, nous avons eu du plaisir à te rencontrer et à ce que tu nous parles de toi, de ta vie, de ton œuvre. Et donc nous te disons un grand merci, et nous te souhaitons à la fois déjà une bonne fin d'après-midi, un bon